Bonjour pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Alexandre Cloutier et je suis professeur de philosophie également. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir d'une philosophe qui est très importante pour moi, qui s'appelle Hannah Arendt. Alors, qui est Hannah Arendt? C'est d'abord une philosophe juive allemande dont la vie fut ponctuée par les crises du 20e siècle. Qu'est-ce que je veux dire? D'abord, celle politique et économique succéda à la défaite allemande de la Première Guerre mondiale. Ensuite, celle qui constitua la montée du nazisme dont elle échappa de justesse. Enfin, une fois devenue immigrante américaine, elle fut témoin du macartisme, donc la fameuse chasse aux rouges, et de la guerre du Vietnam. Et tous ces événements, chacun à sa manière, lui serviront d'amorce pour traiter les grands problèmes contemporains de la philosophie et du politique. Aujourd'hui, et là, j'espère faire sciller certaines oreilles, surtout chez les plus jeunes. Aujourd'hui, j'aimerais aborder plus particulièrement avec vous l'apport singulier de Hannah Arendt à la question de l'éducation. Le texte de source de la communication d'aujourd'hui est tiré d'un recueil qui s'appelle « La crise de la culture ». Plus particulièrement, je fais référence à un article qui s'appelle « La crise de l'éducation ». Et je vais l'aborder sous un angle particulier, celui du rôle de l'éducation dans nos États cosmopolites. Commençons d'abord par préciser pourquoi, selon Arendt, il y a crise. Tout d'abord, il y a crise quand dans les questions politiques, la saine raison humaine achoppe et ne permet plus de fournir de réponses. Et cette faillite de la raison est causée par la perte du sens commun, c'est-à-dire ce qui nous permet, nous et nos 5 sens individuels, d'être adaptés à un unique monde commun, à tous et d'y vivre. Bref, il y a crise de l'éducation puisque le monde commun a disparu suite à la perte du sens commun. Tout ça sera bien entendu développé. Traduit en d'autres mots, l'espace public au sens fort, je reviendrai, est en voie de disparaître si ce n'est déjà fait, parce que nous ne nous comprenons plus. Et ici, et c'est ce que je vais essayer d'expliquer, l'éducation est à la fois la cause de cette crise et aussi sa victime. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qui peut bien lier sens commun et monde commun? Eh bien, disons simplement que la première condition de possibilité, dirait Kant, de l'espace commun, de l'espace public, et du sens commun est l'égalité. Il n'y a de possibilité de dialogue et d'espace de dialogue possible entre les individus que s'ils se considèrent égaux. Toutefois, cet espace n'aurait aucune profondeur et surtout ne persisterait pas sans l'autre condition, la tradition. La tradition, c'est ce qui permet à la culture, le socle du sens commun, de persister dans le temps. En résumé, nous avons un système de code, la culture, qui persiste grâce à la tradition et qui permet l'apparition d'un monde commun. Alors, s'il y a crise, s'il y a perte du sens commun, c'est donc que les différentes conditions, égalité et tradition, sont affectées. Ça vous semblera peut-être étrange, mais pour Arendt, la cause de cette crise dans l'éducation, c'est la perte de l'autorité conférée par la tradition. Alors, l'autorité, bien entendu, est absolument incompatible avec l'égalité. Pour résoudre le paradoxe, il faut donc se pencher plus clairement sur l'éducation et ses moyens et ses fins. Pour protéger le monde... Oh, excusez-moi, mon Dieu. Commençons par les moyens. Ai-je besoin d'insister sur le fait que l'enfant n'est pas un adulte? Pour Arendt, l'enfant n'est qu'un être humain en devenir. C'est-à-dire que sa dimension proprement humaine et culturelle, par opposition à sa nature animale et biologique, reste à développer. Il va donc de soi qu'on ne se doit pas de traiter également ce qui est inégal, comme le dit Aristote. L'adulte doit guider, avec bienveillance certes, l'enfant, ce qui est impossible sans l'autorité, c'est-à-dire cet état de supériorité conféré par un savoir issu d'une tradition. Cette idée qui semble aller de soi pour certains est précisément celle qui est remise en question par la modernité. Vous voulez des exemples? Traiter les enfants en adultes, la fameuse expression « les enfants rois », et les adultes en enfants, la fameuse majorité silencieuse qui, bien sûr, doit le rester, comme on le fait aujourd'hui, témoigne précisément pour Arendt de cette crise de l'autorité. Ensuite, si l'on veut comprendre l'origine de cette crise, il faut s'attarder à l'évolution du rôle de l'éducation. Qu'en est-il des fins de l'éducation? Pour comprendre son rôle, il faut s'interroger sur le statut de l'enfant. Donc, je l'ai déjà un peu élaboré. Pour l'éducateur, nous dit Arendt, il se présente sous un double aspect et son rôle est par conséquent double.
D'une part, l'enfant est un étranger, en ce sens qu'il s'agit d'un nouvel être humain à intégrer dans un monde préexistant, mais qui subit l'assaut des nouvelles générations. Le rôle premier de l'éducateur consiste donc à expliquer et non à imposer le monde aux enfants. D'autre part, l'enfant est un être humain en devenir seulement, c'est-à-dire qu'il est en apprentissage, ce qui le place dans une position de vulnérabilité, face au monde. Le second rôle consiste à préparer l'enfant, encore maladroit, à prendre sa place dans le monde sans l'exposer au danger. En résumé, il faut protéger le monde contre ce nouvel arrivant qui ne le comprend pas et qui lui semble étranger. De l'autre, il faut protéger cet être en devenir contre ce monde dont il ne connaît pas encore les codes. Protéger le monde, protéger les enfants, voilà la mission de l'éducation. Ce rôle de protection, ou plutôt de préservation, amène Arendt à affirmer que toute éducation doit être essentiellement conservatrice. Et c'est ici que Arendt produit, à mon sens, un intéressant renversement. Le préjugé voulant qu'une éducation révolutionnaire produise des enfants innovateurs est renversé. En effet, entraîner la jeunesse à bâtir ce nouveau monde que les adultes appellent de leur vœu revient à forcer les enfants à renoncer à leur capacité d'innovation. A contrario, une éducation conservatrice, c'est-à-dire préservatrice, et là je ne dis pas ici castratrice, puisqu'elle transmet les clés du passé et du présent, permet à l'enfant d'envisager un autre monde sans pour autant couper net le fil de la tradition. À cet effet, je vous donne l'image la plus forte, je crois, de l'œuvre d'Arendt, celle des pères fondateurs de l'Union américaine, qui, d'un côté, s'apprêtent à s'affranchir des liens avec une monarchie anglaise pluricentenaire, mais qui, de l'autre, épluchent frénétiquement toutes les constitutions écrites de la tradition occidentale pour en arriver à la meilleure de toutes. Si ces idées semblent aller de soi pour la plupart d'entre vous, comment se fait-il qu'il y ait crise? La crise est apparue parce que les adultes, dit Arendt, ont renoncé à expliquer le monde aux enfants qu'ils ont préféré laisser à eux-mêmes. Ici, oubliez le préjugé de l'individualisme contemporain. Arendt va chercher en amont. Pour elle, c'est l'idéologie moderne du progrès qui provoqua ce renoncement. En effet, à partir du moment où le futur fut affublé de toutes les vertus et le passé de tous les maux, aucune tradition ne put tenir. Invariablement, elles furent perçues comme étant un frein au progrès. Dans ce contexte, l'enfance en lequel, certes, il n'y aurait aucun futur, devient en quelque sorte le prophète du futur. Laisser les enfants exprimer librement leur spontanéité, exemple de préjugés, permettrait d'accélérer la venue de ce futur fantasmé. Et la pédagogie axée essentiellement sur le savoir-faire aux dépens du savoir stricto sensu s'inscrit en droite ligne avec ce préjugé. Et il me semble qu'on assiste d'ailleurs à une accélération de ce processus depuis la dissolution de la tradition occidentale depuis au moins le début des années 90. Encore attaché à sa tradition en voie de disparition, on pourrait être tenté de croire que la pensée de Arendt est nostalgique. Or, à l'instar de Nietzsche, elle refuse un retour à une tradition qu'il n'est plus possible de réactiver, puisqu'elle est, sinon la cause, du moins désormais teintée par le nihilisme, l'appel du vide. Plus particulièrement, l'horreur totalitaire a, pour elle, coupé pour de bon le fil de la tradition occidentale. Continuer à penser le monde avec des catégories traditionnelles nuirait à la compréhension des phénomènes politiques extrêmes que nous avons connus au 20e siècle. Je m'éloigne un peu de mon sujet, mais il me semble qu'il importe de s'attarder à l'état de la tradition, si je puis me permettre, si l'on veut savoir quoi et comment enseigner. S'il n'y a plus de retour en arrière, alors sur quoi fonder l'éducation? La réponse chez Arendt n'est pas simple. Je crois que la conscience de la crise devrait être le cœur de cette nouvelle tradition. Le totalitarisme, la possibilité d'un holocauste nucléaire, la crise environnementale, ajouterait-elle sûrement aujourd'hui, devraient être au centre de nos préoccupations. À cela, on pourrait ajouter une attitude critique vis-à-vis certaines sciences sociales et sciences dites naturelles ou universelles, ou plutôt à leur pendant philosophique, le scientisme. Cette philosophie tente à nier l'être humain, cet être capable d'introduire du neuf dans le monde, et à le réduire seulement à l'animal humain, cette entité toute entière régie par des lois. Enfin, ce n'est pas la moindre des conditions, il faudrait qu'elle cultive le jugement plutôt que la raison calculatrice pour la conduite des affaires humaines. Le jugement, c'est-à-dire cette capacité toute politique aux yeux d'Arendt, qui demande qu'on se mette à la place de l'autre pour arriver à formuler des règles à prétention universelle pour l'action et pour le goût, c'est-à-dire l'éducation au beau et au bien. L'idéal de plus en plus répandu du citoyen du monde constitue-t-il une réponse valable? À l'heure des États cosmopolites, n'était-il pas plus réaliste de laisser aux citoyens le choix de choisir ce qui leur paraît essentiel à leur développement?
Avec l'internationalisation des échanges, ne devrait-on pas plutôt former des citoyens du monde, mais de toutes les cultures? Je me remarquerai d'abord que ces citoyens du monde, enfin ceux qui existent et qui se disent tels aujourd'hui, rares sont ceux qui finissent par poser leurs valises. S'inscrire dans le monde, c'est d'abord s'inscrire à l'intérieur d'une communauté. Il me semble que le dialogue avec l'autre ne peut être possible qu'à partir du moment où nous acceptons chacun de prendre la responsabilité de notre monde. Et c'est sur cette base que nous arriverons à prendre soin du monde en tant que tout. Fonder l'humanité en un seul État aurait pour effet de faire disparaître tous les êtres humains qui vivent en périphérie de la capitale et non d'unifier l'humanité. Et ce n'est pas un appel à se désintéresser de l'autre. Après tout, la thèse de doctorat de Arendt, d'origine juive, porte sur un penseur chrétien, mais à ne pas laisser en jachère nos communautés. Ce monde commun, si l'on veut qu'il persiste, demande qu'on le cultive, c'est qu'il demande un enracinement. J'utilise des métaphores ici, bien entendu, très latines, et c'est bien entendu un référent très important d'Arendt lorsqu'elle parle de la tradition. Et la transmission de l'amour du monde, cet amour mundi dont parle Hannah Arendt, de ce que nous sommes, de ce que nous avons en commun, et c'est exactement ça le rôle de l'éducation. Alors, pour répondre enfin à ma question initiale, quelle est l'éducation pour un État cosmopolite? Je répondrai simplement la même que dans n'importe quel État. Les enfants, qu'ils soient immigrants ou descendants d'une lignée qui remonte à 15 générations, ne sont pas moins étrangers à ce monde à leur naissance. Il est vrai que ces enfants, à cheval entre deux cultures, ont aussi pour rôle, comme le précise Arendt, d'intégrer leurs propres parents à la société dans laquelle ils ont immigré. Et pour y arriver, il faut renoncer à l'idée que toutes les cultures se valent, dénoncer un multiculturalisme où toutes les cultures se côtoient sans qu'aucune n'ait préséance sur les autres. Non pas tant parce que la culture québécoise est meilleure que les autres, mais parce qu'elle est le ciment qui tient nos institutions qui composent notre communauté. Et c'est pourquoi, à mon avis, les cégeps et la formation générale obligatoire sont indispensables. De par sa mission, qui est de transmettre un fonds culturel commun, la formation générale et par extension les collèges assurent la persistance de l'espace public québécois à l'intérieur du monde occidental. Espace qui, je le souligne, est essentiel à l'expression de notre humanité. La seule question que je me permettrai de poser à vous tous ici et à mes collègues, la formation générale et les collèges, dans leur forme actuelle, nous permettent-ils véritablement de répondre aux crises contemporaines?